Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef. Et pour me rejoindre, comme d'habitude, je suis accompagné par Shai Mamou et Antoine Pimel, deux des plus fines plumes du basket game en France. Comment ça va, Antoine? Ça va. Tu dis ça parce que je fais moins de 80 kilos. Exactement, l'une des plus. Je vois qu'il y a un peu de fatigue là. Je pense que c'est parce que les Ouais. Clippers sont menés 2-0, mais on pourra y revenir. Shai, comment ça va? Bah, moi, je fais pas moins de 80 kilos, mais je te remercie quand même, c'est cool. Il n'y a qu'Antoine qui fait moins de 80 kilos, de toute façon, dans toute la rédaction. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, écoutez, la semaine dernière, on avait fait un petit point sur l'avenir de la conférence Est. Cette semaine, on va vous proposer un point sur l'avenir de la conférence Ouest, où les choses ne sont pas plus établies qu'à l'Est. C'est vrai que j'ai rarement enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs récents là, de périodes où les deux conférences en même temps étaient autant en flux avec des équipes émergentes, des équipes qu'on pensait être des cadors qui baissent de pied ou qui semblent un petit peu en difficulté. On va commencer, je pense, c'est un peu impossible de faire autrement, par cette série de playoffs finale de conférence Ouest entre les Suns et les Clippers et cette équipe de Phoenix qui finalement n'en finit pas de surprendre. À l'heure où on vous parle, donc ils mènent 2-0 avec, enfin 2-1 si on compte le nez cassé de Devin Booker, ça fait 1 pour les Clippers, mais sinon deux victoires au tableau d'affichage. On peut peut-être commencer comme ça, même si je me doute un petit peu de la réponse. Est-ce que même à l'issue des demi-finales de conférence, vous imaginiez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, que Phoenix pourrait démarrer cette série face aux Clippers de cette manière? Bah, je vais commencer, mais j'ai envie de dire oui, en fait, parce que ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis le début des playoffs. Il y a une sorte de. On a l'impression que tout clique, que tout se passe bien, qu'à côté, chez les adversaires, il y a toujours des soucis, mais que chez eux, tout clique en dehors des soucis de Chris Paul, et c'est pas des soucis au final dramatiques parce qu'il va revenir. On a l'impression qu'il y a tout va bien et tout est fait pour que ça fonctionne pour eux. Et du coup, ça m'a pas surpris parce qu'on parle de Clippers sans Kawhi et qui, même avec leurs atouts, sont pour le moment pas encore capables de gêner une équipe qui marche sur l'eau. Phoenix, pour moi, marche sur l'eau. Quand tu vois la fin de match du Game 2, leurs stars font pas un match fabuleux et derrière, ça gagne collectivement, quoi. Antoine, tu voyais ça comme ça Ouais. aussi, hein? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Shai. C'est-à-dire que si tu m'avais posé la question avant le début des playoffs, Ouais. je t'aurais dit non. Si tu m'avais posé la question il y a un an, je t'aurais insulté. C'est légitime. Mais, mais non, clairement, là, clairement, si tu après les demi-finales, oui, surtout et surtout en fait, parce que à ce moment-là, on savait déjà que Kawhi serait blessé en fait, donc que Kawhi serait pas là, donc qu'aujourd'hui les Suns mènent 2-0. Je ne suis pas surpris. Et exactement comme a dit Shai, on voit que cette équipe, il y a vraiment tout qui lui sourit. Tu as l'impression que tout va dans son sens, notamment sur la fin de match du Game 2 qui est très parlante par rapport à ça, en fait. Écoutez, moi, je vais faire un peu, je vais être un petit peu en discordance. Moi, je vous avoue que j'ai quand même été très surpris que Phoenix débute cette série comme ça, sachant que eux aussi étaient privés d'un joueur majeur, à savoir Chris Paul. Moi, ce qui m'a surpris et ce qui continue de me surprendre chez cette équipe de Phoenix, au bout du compte, c'est les ressources que cette équipe continue de trouver. Et on en parle à l'instant, je pense qu'on est obligé de parler un petit peu de ce Game 2. Moi, ce que j'ai trouvé admirable dans ce match-là du côté des Suns, c'est de voir comment, malgré un Devin Booker en difficulté, qui se fait casser le nez à la moitié du match, qui revient, etc., mais qui n'est pas vraiment en adresse du moins jusqu'à jusqu'à la fin du quatrième carton où il était très bon. Bah, cette équipe arrive quand même toujours à trouver des solutions, semble même pas si désarçonnée que ça. Alors tout lui sourit, oui, parce qu'on sait que voilà, je pense que c'est pas lui faire offense, mais Phoenix peut pas compter sur un Cameron Payne à ce niveau-là, à ce niveau de jeu incroyable à tous les matchs. Mais j'ai eu le sentiment que cette équipe à aucun moment n'a été ne serait-ce que désarçonnée, n'a connu de doute, même quand Devin Booker doit partir se faire remettre le nez, l'équipe continue de jouer. Et en fait, la force que je trouve, hein, enfin, ce que je trouve très fort avec cette équipe, c'est que j'ai le sentiment que finalement, dans tous les joueurs que Monty Williams fait jouer, il n'y a aucun joueur euh,
où au moment où il rentre, on se dit attention, ça va être le moment peut-être pour les Clippers de profiter soit de l'avantage en attaque, soit de l'avantage en défense parce qu'il y a tel ou tel joueur sur le terrain. Et finalement, il y a cette espèce de richesse incroyable à pouvoir avoir un roster fait quasiment uniquement de joueurs qui peuvent tenir la route des deux côtés du terrain et sans vraie faiblesse criante. Ça me rappelle le hit, là, ce que tu décris, ça me rappelle le hit de l'an dernier. Ce qui, sans doute, on en reparlera, mais viendra aussi peut-être à une de mes conclusions pour plus tard sur les Suns. Mais c'est ce que, comme tu as dit, il y a pas de faiblesse dans le groupe. Là. Ils ont que des. Il y a du basket, quoi. Il y a du basket à tous les postes, en doublé. Cameron Payne, c'est une espèce de. C'est un mystère. Comment ce gars-là, qui était à 2 doigts de sortir de la ligue, Mais il joue en Chine, même pas. Enfin, il était en dehors du. il est sorti, ouais, je Ligue, me la souvenais Chine, même. ouais, ouais. Ok, Ouais, il joue en Chine. ah, bah, tu vois, ça me semblait tellement évident que j'avais oublié, mais ouais, le gars, il renaît. Chapeau quand même à Monty Williams. Et comme tu dis, il y a aussi cette impression de groupe. Genre, tu sens qu'ils sont soudés. Pareil, ça me rappelle aussi le hit, finalement, quelque part. Ils sont vraiment tous ensemble. Mm. Et du Ouais, coup, parce... c'est quelque chose Vas-y. qui découle de ce qui s'est passé pour eux dans la bulle l'année dernière au final, parce que ils ont fait une bulle incroyable, 8-0 si je dis pas de bêtises, Ouais. avec une partie du groupe actuel en fait, et on a l'impression que le groupe s'est soudé à ce moment-là et qu'ils ont commencé à prendre confiance en leur capacité, et d'une saison à l'autre, la métamorphose a été incroyable en fait. C'est le premier déclic, ouais, je pense. Non, il y a clairement de ça. Et c'est vrai que la semaine dernière, bon, c'était au sujet des Bucks, ça me fait penser à ça. On parlait du problème de création. Et là, ce que je trouve assez fort avec cette équipe, c'est qu'il y a toujours de la création, soit par le ballon, soit au niveau du ballon, soit même les joueurs qui jouent sans la balle. Par exemple, Cam Johnson fait un match incroyable. Bon, c'est pareil, il ne peut pas espérer être à ce même niveau de réussite systématiquement, mais il y a de la création, la balle bouge, les joueurs bougent. Défensivement, c'est fort. On voit des images de temps mort. Tu sens que tout le monde est vraiment concentré à l'écoute, à commencer par DeAndre Ayton, moi que je trouve quand même incroyable dans sa capacité à s'adapter aux différentes situations. Et finalement, on a le sentiment qu'il fait jamais plus que ce dont il est capable et qu'il a vraiment embrassé son rôle à bras le corps. Et comment dire, dans ce, dans ce cadre-là, j'ai l'impression que c'est ça, oui, voilà, que chaque joueur connaît son rôle, que chaque joueur joue son rôle à plein, sans avoir de complexe, sans avoir peur, mais que la machine fonctionne, quoi. Chris Paul, pas là, Devin Booker, la gueule cassée, peu importe, ça joue, on trouve des solutions. Et même sur ce match-là où Michael Bridges, je l'ai trouvé particulièrement discret en attaque, joueur que moi j'affectionne beaucoup, et ben finalement, l'équipe a trouvé des solutions sans aucun souci, quoi. Ouais, tu parlais d'Ayton, pour moi, c'est une révélation de la saison et même encore plus des playoffs parce que, euh, encore une fois, comme tu le disais, comment dire, il est parfait dans ce rôle, c'est-à-dire qu'il ne fait pas plus que ce qu'il devrait faire. C'est une sorte de troisième option parfaite parce qu'il ne va pas chercher à outrepasser ses responsabilités et il est plus que ce qu'on attendait de lui parce que quand il a été drafté et même après ses premières saisons, moi, je le voyais bien devenir un pivot qui fait des stats, mais dont on se dit, bon, bah, ce sera peut-être jamais l'alpha dog d'une équipe. Il sera peut-être all-star grâce à des stats façon André Drummond. Mais là je le trouve parfait dans l'état d'esprit, dans tout, même dans la communication. Quand il parle, on sent qu'il est ultra impliqué dans le groupe, qu'il adore tout ce qui se passe. Je reviens à l'anecdote que j'avais sortie, je ne sais plus, dans l'épisode précédent ou celui d'avant, où il avait fait des saltos en apprenant que Chris Paul arrivait parce que c'était son rêve de jouer avec un leader comme ça. Et lui, voilà, pour moi, ça contribue aussi à la réussite actuelle des Suns. Bah, D'accord. oui, complètement. Et c'est vrai que ce qui était pointé du doigt quand il était à la fac, c'était son implication défensive. Et moi, je l'ai trouvé, alors sur ce match-là, en tout cas, je l'ai trouvé irréprochable dans des Ouais. tas de choses qui ne se voient pas dans les lignes de stats. Mais il est mobile, il vient aider, il vient dissuader, il reprend sa place. Et un petit peu, alors je vais faire un parallèle, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Mais moi, une des choses que je trouve le plus admirable avec Rudy Gobert, par exemple, c'est J'allais qu'il faire va le même enchaîner parallèle. les écrans
poser les écrans roulés, les écrans roulés, venir aider, venir dissuader, reprendre sa place, sans qu'à aucun moment on sente vraiment de frustration s'il ne touche pas la balle. Et DeAndre et Ayton, je trouve que c'est la même chose, quoi. Il va chercher ses points en rebond offensif. Il vient se présenter quand il y a des joueurs qui prennent la ligne de fond ou qui agressent le cercle. Il vient se présenter, donner une solution de passe. S'il n'a pas la balle, il va jouer le rebond. Et quand il a un petit tir, comme là, il en a mis plusieurs là, du poste haut, là, ce qui le rend vraiment flippant, parce que là, il y avait des petits côtés un peu, ça faisait penser un peu à du Amar'e Stoudemire de la grande époque. Là. S'il a un shoot efficace et comment dire, avec grosse efficacité du poste haut, là, au niveau des deux elbows de la ligne de lancer franc, ça va devenir vraiment très, très compliqué de jouer cette équipe. C'est marrant que tu fasses le pareil avec Gobert, parce que j'allais en faire un en. Pas un peu dur, mais il est le joueur. C'est une version qui serait moins forte de Gobert en défense, mais moins pénalisante en fait. Parce que quelque part, il est très mobile. Et comme tu as dit, il a une bonne patte. Tu peux pas. Si tu joues small ball, il va te punir en fait. C'est-à-dire que sans doute, il y a des moments où tu vas le driver, tu vas le passer, ils vont concéder des points comme ça. Mais il est quand même vraiment plutôt bien mobile pour sa taille. C'est un sacré athlète. Et par contre, il va vraiment te punir de l'autre côté du terrain, quoi. Donc au final, ils ont réussi à avoir un pivot fort avec lequel ils peuvent jouer 35 minutes par match sans flipper en playoff. Pas beaucoup d'équipes comme ça. Non, c'est clair. Là où finalement je trouve qu'il est dans une situation peut-être plus favorable que Gobert, c'est qu'il est entouré de très bons défenseurs sur les postes extérieurs. Et finalement, bon, on ne va pas revenir sur la série perdue par Utah, mais ce qui a en partie mis Rudy en difficulté de mon point de vue, c'est qu'il devait combler trop de trous et que c'était trop dur de jouer contre une équipe qui jouait small ball comme les Clippers parce qu'il y avait trop de joueurs qui ne tenaient pas forcément vraiment leur place en défense sur les postes extérieurs. Et j'allais y venir, mais Devin Booker, moi, j'avoue que je ne pensais pas forcément qu'il avait, je ne parle pas des ressources pour défendre comme il le fait, mais l'envie pour défendre comme il le fait. À tel point que c'était même un peu à l'extrême, à la fin du match, là, il prend, je ne sais plus si c'est sa 4e ou sa 5e faute, il la prend en voulant contester un déplacement de Paul George. Limite, on a envie de lui dire, à ce moment-là, tu défends bien, mais là, laisse-le passer, c'est pas grave, prends pas ta faute. Et finalement, je trouve que l'exemple qui est donné par Chris Paul, par Devin Booker, par tout le monde, là, et puis aussi les capacités de ces joueurs, hein, parce que c'est mobile, Michael Bridges, bon courage pour passer ce mec-là, vu l'envergure de bras de folie, vu les jambes de Cam Newton et compagnie qui sortent du banc. Cette équipe, elle défend bien, elle attaque bien. Je la trouve de plus en plus dangereuse à court terme. Là, pour ces playoffs, on en parlait un petit peu en préparant le podcast avec Shai et Antoine. On pourrait y revenir, mais pour la suite de ces playoffs, je pense qu'ils ont une vraie chance à jouer pour jouer le titre, tout simplement. Et puis pour l'avenir est vraiment beau du côté de Phoenix. Ouais, complètement. Ben, là, oui, effectivement, à court terme, c'est une des équipes qui est au complet, déjà. C'est pas rien. L'équipe qui est au complet. L'équipe, oui, je comptais les Bucks parce que je les considère à peu près au complet. Ouais. Même s'ils ont perdu DiVincenzo avant les playoffs, mais oui, il y a tout qui, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a tout qui donne l'impression qu'il ne va rien leur arriver, que même un petit pépin comme celui de Chris Paul va pas les pénaliser. Voilà, c'est un feeling autour de l'équipe qui fait ça, qui peut rappeler, je sais pas, dans d'autres proportions, mais les Mavs 2011, il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là, je trouve. Ouais, et finalement, c'est limite peut-être, quand on connaît le passif de blessure qu'a Chris Paul, finalement, avoir pu prendre ses 2 premiers matchs contre les Clippers sans qu'il ait besoin de jouer, c'était ce qui pouvait arriver de mieux aux Suns dans l'objectif de cette année, je pense, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Mais Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce qu'on a dit qu'on allait parler de l'aventure de la conférence Ouest. Bien sûr, il n'y a pas que les Suns, mais commençons par eux parce qu'on parle d'eux. Et je voudrais commencer peut-être avec toi, Antoine, pour avoir ton sentiment sur cette équipe. Tu faisais une comparaison avec le Miami Heat de l'an dernier que je trouvais assez intéressante. Voilà, quel est ton sentiment, toi, pour cette équipe des Suns à court et moyen terme? je sais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, à court terme, si on se concentre que sur cette saison, je n'ai pas arrêté de les sous-estimer.
et je vais commencer à arrêter de faire cette erreur au moins pour tout de suite. C'est-à-dire que là, sur cette saison, avec des... je ne les vois pas gagner, mais je reconnais qu'ils pourraient avoir une chance de gagner. Par exemple, si là, la finale venait à être Suns-Bucks, effectivement, je miserais plus sur les Bucks, mais je reconnais que je ne partirais pas non plus convaincu que les Suns vont perdre. Et s'ils jouaient les Hawks, mais ça, j'y crois pas, s'ils jouaient les Hawks, bah ouais, je miserais sur les Suns. Donc, je pense qu'ils ont effectivement une vraie chance de gagner là, mais moi, je pense que leur fenêtre, en tout cas dans les années à venir, à moyen terme, en fait, c'est peut-être leur année, en fait. Comme on a dit, tout sourit, tout leur sourit, bah, pour moi, s'ils veulent vraiment gagner, je me demande si c'est pas maintenant ou jamais. Ou en tout cas, pas dans les 5 prochaines années. J'ai pas le même sentiment que beaucoup de monde sur les Suns, c'est-à-dire que je mets beaucoup de pincettes sur cette saison, sur le parcours des Suns, même si c'est injuste, tout comme j'en mets sur le parcours des Hawks. J'arrive pas à me dire que cette équipe va dominer la conférence Ouest. Et juste, je vais essayer de pas faire trop long, mais comment dire, je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécial avec ces playoffs que je trouve très intéressant parce que du coup, c'est beaucoup plus ouvert parce qu'il y a beaucoup de blessures. Donc, effectivement, ça les rend plus cool. Je pense que vous, comme moi, on prend plus de plaisir au final en ce moment à regarder. Mais clairement, je ne peux pas écarter du fait que les Suns ont d'abord joué des Lakers privés pendant quelques matchs d'Anthony Davis, qu'avant qu'Anthony Davis se pète, il y avait 2-1 pour les Lakers, sachant que les Lakers eux-mêmes n'étaient même pas vraiment à 100% parce que LeBron revenait d'une très longue blessure, de la plus longue blessure de sa carrière, que Davis revenait de blessure, que au-delà des blessures, il y avait clairement un problème à Los Angeles qui dépassait le cadre de la santé, mais qu'au sein du groupe, il y avait même un problème dans le groupe sur la gestion des égos, sur la gestion du cadre Drummond, etc. Donc, malgré ça, donc ils sortent cette équipe-là après avoir été menés 2-1, mais clairement pas la même équipe de Los Angeles. Ensuite, ils sortent les Nuggets 4-0, ce qui pourrait te laisser penser qu'ils les ont dominés. Mais il ne faut pas oublier d'un truc, c'est que Denver, ils étaient privés de Jamal Murray. Et surtout, ça fait 3 mois qu'ils sont privés de Murray. Et que du coup, ça fait 3 mois que les Nuggets, ils essayent de se dépasser comme des dingues pour finir dans le top 3 à l'ouest, qu'ils n'avaient plus d'énergie, plus de jus. Bon, ils les sortent, c'est presque logique. Et là, maintenant, ils s'apprêtent à peut-être battre des Clippers, qui, on oublie, ils jouent sans leur meilleur joueur. Et c'est pas juste les Suns, ils jouent sans leur leader. Les Clippers, ils jouent sans Kawhi Leonard, qui est à la fois leur meilleur joueur, leur meilleur défenseur, et sans Ibaka, leur troisième meilleur joueur. Donc, même si je pense que leur parcours, il a beaucoup de mérite et que c'est autant le fruit de leur succès, c'est aussi un peu le fruit des échecs des autres et des blessures de chacun. Moi, je pense que, alors oui, de toute façon, c'est des playoffs très particuliers. Il n'y a jamais eu autant de stars ou de all-stars qui se sont blessés de cette manière-là et qui ont été ou diminués ou absents. Mais je trouve aussi que ça ne doit pas occulter du coup ce que font les Suns. Et il y a eu d'autres années où des équipes un peu inattendues ont profité de circonstances favorables, d'un bon parcours pour y arriver. Et du coup, la réponse à la question, parce que là, si Phoenix est champion ou va en finale, enfin peu importe, là dans tous les cas, on est tous d'accord pour dire que la saison elle est réussie quoi qu'il arrive maintenant, même si ce sera peut-être frustrant pour les fans s'ils se font sortir par des Clippers sans Kawhi. Là, en fait, la réponse, on l'aura l'année prochaine parce que l'équipe, elle sera attendue. Elle sera peut-être d'ailleurs pas beaucoup changée, quoi qu'il arrive, parce que on a vu que ça fonctionnait comme ça. Non, mais ils vont sans doute essayer de se renforcer dans tous les cas, de montrer que maintenant c'est une équipe qui compte, etc. Mais là, la réponse, elle va arriver l'année prochaine quand ils seront attendus et qu'on ne pourra pas dire oh, les Suns, ils sont bien mignons en saison régulière, mais on s'en fout, en playoff, ça fera pas un pli, c'est pas grave. C'est le même constat pour les Hawks. Là, on parle pas d'eux cette semaine parce que c'est déjà fait, mais là, c'est pour ça que même si je trouve que tu as effectivement raison, de toute façon, c'est indéniable. On se souviendra de ces playoffs-là comme ceux post-grosse période de pandémie avec toutes les blessures, etc. Mais je ne suis pas sûr que ça veuille dire que c'était qu'une année. Ça peut être le départ. Ils peuvent avoir profité de ça, de cette période-là, pour lancer vraiment une belle période, je trouve. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec Shai pour différentes raisons. D'une part, parce que alors, tout ce que tu soulignes est vrai, Antoine, bien entendu. La question que je me pose malgré tout pour les Lakers et les Clippers, c'est de savoir si les problèmes qu'ils ont rencontrés ne sont pas au bout du compte des problèmes structurels qui peuvent se reproduire à l'avenir.
LeBron est vieillissant, Anthony Davis est souvent blessé. On sait que le reste de l'effectif est quand même pas au top et que l'équipe, elle était construite pour fonctionner à condition que LeBron et Anthony Davis soient à 100% en playoff, qui sera de moins en moins une garantie. Du côté des Clippers, là, ils font les finales de conférence enfin, alors dans des circonstances un peu rocambolesques finalement, mais c'est déjà une réussite quand on est les Clippers. Mais on sait aussi que c'est une équipe voilà, qui jusqu'à présent, même si les joueurs n'étaient pas les mêmes, les coaching staff n'étaient pas les mêmes, qui a souvent déçu en playoff. Denver, il y avait effectivement, pour moi, c'est la grande question, c'est Denver, parce que à partir du moment où ils ont fait venir Aaron Gordon, moi, je pensais même qu'ils avaient les armes pour vraiment être des contenders pour gagner le titre dès cette année. Donc, à voir dans quelle mesure elle va revenir, comment va évoluer l'équipe. Mais Phoenix, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils ont prouvé déjà que leur méthode fonctionnait avec Monty Williams, avec ce groupe. Ils ont plein de jeunes joueurs qui sont vraiment d'un niveau très intéressant, donc qui peuvent permettre de rentrer dans le cadre d'un échange ou autre si jamais l'équipe voulait se renforcer. Si les Suns font une finale, ce qui pour l'instant est plutôt bien embarqué, je serais très très surpris que Chris Paul ne reste pas dans cette équipe de Phoenix. Et avec Chris Paul et un Devin Booker, un DeAndre Ayton qui est encore sous contrat, il doit lui rester encore au moins une saison avant de pouvoir jouer sa prolongation ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses en place, j'ai le sentiment, pour faire de cette équipe de Phoenix un lieu attractif qui peut soit attirer d'autres joueurs, soit leur permettre de grandir et de progresser. Je ne vais pas revenir encore une fois dessus, mais quand on voit Dario Saric sortir du banc, je vois à la perfection, vraiment en défense, en attaque, que des joueurs vraiment qui sont dans la fenêtre de tir, dans la fenêtre pour jouer le titre de Devin Booker, qui sont jeunes, qui manifestement acceptent d'être coachés, qui jouent bien ensemble des deux côtés du terrain. Euh, Moi, Phoenix, je trouve que c'est vraiment une équipe très intéressante pour cette année à coup sûr. Je pense qu'ils ont une bonne chance au bout du compte. Quand je vois les difficultés que peuvent avoir les Bucks pour scorer, s'il devait y avoir une finale Phoenix-Milwaukee, comme je vous le disais tout à l'heure, mon sens commun sur le papier me pousserait à penser aux Bucks, mais sur la dynamique, cette équipe des Suns, je la trouve vraiment de plus en plus dangereuse. Et si ça va loin cette année, je ne serais vraiment pas surpris, moi, que ce soit une équipe qui aille loin l'an prochain. Au bout du compte, ils ont fini deuxième de la saison régulière à l'Ouest. Quand c'est pas simplement la surprise des playoffs de l'outsider qui tape des équipes qui étaient mieux classées qu'elle. Finalement, ils font des séries de playoffs d'une équipe qui était deuxième de la conférence Ouest et qui baisse pas de pied. Mais il y a autre chose aussi. Il y a la question de Devin Booker aussi, je pense, qui sera importante pour rester dans la question du futur, hein, du futur à moyen et long terme. Parce que donc là, on est d'accord que Chris Paul, enfin, quoi qu'il arrive, il lui reste pas 10 ans de carrière et il est même possible. J'ai vu Antoine sourire quand, enfin, il voulait protester, je pense, quand tu disais que Chris Paul resterait peut-être l'année prochaine. Je vais y venir après. Ouais. Voilà. En fait, ça va aussi dépendre de quel joueur est Devin Booker quand il n'a pas Chris Paul à côté aussi. Parce que pour l'avenir, hein, parce que là, sur le moment, c'est parfait. Les deux sont magnifiquement bien trouvés. Mais est-ce que c'est vraiment une superstar capable d'entraîner tout un groupe sur saison régulière plus playoff tous les ans à partir de maintenant parce qu'il a progressé? Ou est-ce que ne pas avoir ce vétéran à côté Hall of Famer va pas changer un peu la donne et ça, voilà, on va voir quel genre de joueur c'est et quelle est sa place dans la hiérarchie aussi. Pour moi, ça compte beaucoup pour l'avenir. Mais moi je vais vous dire, c'est-à-dire en fait, tout dépend, encore une fois, de comment on définit exactement ce que ça veut dire l'équipe du futur. C'est-à-dire que même si les Suns gagnaient le titre cette année, ce qui encore une fois, je pense, est plausible, même si les Suns étaient champions, je pense que ce serait le coup d'une fois. Ça ne veut pas dire que je ne les vois pas être forts dans le futur. Je pense que ça serait toujours une équipe compétitive à l'Ouest. Mais je n'arriverai pas à me dire, même s'ils étaient champions, que c'est eux les favoris. Il arrive dans l'histoire des fois qu'il y a des équipes qui gagnent une fois. Et de toute façon, il suffit d'une bague. Si tu as une bague quelque part, j'ai même presque envie de faire le même constat pour Giannis, même si j'ai le même constat pour les Bucks, même si j'ai pas du tout la même vision des Bucks que des Suns. C'est-à-dire que de toute façon, si tu gagnes une fois, après, tu peux te planter 10 ans de suite. Au moins, tu pourras dire à la fin de ta carrière, surtout dans notre époque, ah bah j'ai gagné. Mais je pense vraiment que les Suns, sur le futur, déjà, il y a une chose. Pour parler de Chris Paul,
Kawhi Leonard s'est barré après un titre. Je ne dis pas que Chris Paul va le faire, mais c'est possible. Tu vois, c'est pas quelque chose, c'est plus acté. Chris Paul, il n'a pas choisi de venir à Phoenix. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne l'a pas choisi. Il a été transféré là-bas. Je pense qu'évidemment, avant qu'il soit transféré, on lui a dit « Ouais, est-ce que ça te va ?» Et il a dit « ou non », mais ça ne faisait certainement pas partie de sa liste de destination de base. Si on lui avait dit « Donne-nous les équipes dans lesquelles tu vas aller », je suis sûr, et je crois même que c'était sorti, qu'il n'y a pas Phoenix dedans, à la base. Imaginons maintenant qu'il se plante, qu'il ne gagne pas. Chris Paul, il a 36 ans. Il y a un moment où le gars, il aura envie de gagner une bague. Il y a la perspective d'aller jouer avec son pote LeBron James aux Lakers. Il est free agent cet été, Chris Paul. Il ne faut pas l'oublier, il peut devenir free agent. Il va sans doute renoncer à sa dernière année de contrat. Apparemment, il veut signer un contrat plus long. Il voudrait 30 millions par an. Les Lakers, ils peuvent lui donner. Les Lakers peuvent lui donner. Lui, il voulait à un moment retourner à l'Est. N'importe quelle équipe de l'Est peut lui donner. Je pense que le temps presse pour Paul. Je pense qu'il a envie de gagner un titre. Et si demain, Chris Paul, tu lui présentes l'opportunité de choisir entre rester aux Suns, s'il faut vraiment que se concentrer sur est-ce que je dois gagner un titre, je ne sais pas si c'est ça dans sa tête, mais s'il doit vraiment juste se concentrer sur gagner un titre, je ne peux pas croire que le gars va se dire j'ai plus de chances de gagner avec les Suns que de rejoindre mon pote, mon grand ami LeBron James et Anthony Davis, deux des meilleurs joueurs de la ligue, 2 des 5 meilleurs joueurs de la ligue. Ce que les Suns n'ont pas, si je veux m'associer avec eux, je pense que j'ai plus de chances de gagner que si je reste avec Booker et Ayton. Et je pense que c'est vrai en plus. Je pense sincèrement que les Lakers, même s'ils se sont plantés cette année, même si j'ai des doutes sur les Lakers dans le futur, je pense que si tu associes Chris Paul, LeBron James et Anthony Davis, tu as quand même plus de chances de gagner qu'en étant avec David Booker et DeAndre Ayton, même s'ils sont jeunes et prometteurs et qui sont déjà très forts. Donc, il y aura un peu ce qu'a Chris Paul. Même si je peux me permettre juste une seconde, oui, bien sûr, et après oui. je te laisse développer, parce que je pense que le nœud, en fait, il est là, effectivement, là où tu le situes, Antoine. Et dans l'absolu, je pense que tu as raison dans l'absolu. La chose, là où je me pose la question, c'est finalement, qu'est-ce qui est le plus probable pour Chris Paul à ce moment de sa carrière et à ce moment de la carrière de LeBron James, d'avoir plus de succès avec cette jeune équipe des Suns ou avec l'équipe des Lakers dont tu parles, sachant que si on parle je pense que d'année en année, et cette année l'a bien montré, il y a de moins en moins de chances que les Lakers puissent faire une saison complète avec Anthony Davis et LeBron James au meilleur de leur capacité. Et c'est là que je pense que la question dont tu parles sur avec quelle équipe j'ai le plus de chances, vraiment d'un point de vue probabilité de pouvoir aller loin, c'est là que je pense, enfin que moi en tout cas, Mais nous, on le voit comme ça avec le recul. Mais je pense pas que lui ni LeBron le voient comme ça. C'est des compétiteurs. Ils ont le même âge. Je pense certainement pas qu'ils le voient comme ça, eux, si tu veux. C'est-à-dire que moi aussi, je le vois comme ça. Moi aussi, je me dis que LeBron, il est en train de décliner. Mais je pense pas que Chris Paul et LeBron James, ils le voient comme ça. Moi, c'est pas tant sur le fait de décliner que sur le fait que les blessures sont. Oui, bien sûr. Là-dessus, on est tous logés à la même enseigne et que les blessures sont quand même plus fréquentes à partir de cet âge-là et c'est plus dur de s'en remettre et elles prennent une plus grande part de nous à chaque fois qu'on en revient. Mais je pense pas que ces mecs-là le voient comme ça, tu vois. Surtout que, en fait, encore une fois, pourquoi cette saison elle est particulière? Je sais pas si vous avez constaté, mais toutes les équipes qui étaient en finale de conférence l'an dernier, elles ne sont déjà plus là, en fait. Les Suns, ils ont pas joué. L'an dernier, c'était particulier aussi. Oui, mais justement, l'an dernier, c'était particulier aussi. Et là, on est aussi sur une saison particulière. Même si le format est redevenu classique, c'est une saison où les Suns, eux, ils sont en vacances depuis début août. Donc, ils ont quasiment eu une préparation normale, tu vois, avec un vrai temps de repos. Les Nuggets, ils avaient dû jouer 3 séries, dont 2 où ils sont revenus à 4-3, donc extrêmement éprouvant. Les Clippers, ils ont perdu au second tour en 7 matchs, extrêmement éprouvant, sachant qu'en plus, ils ont perdu dans des conditions particulières. Les Bucks ont joué au second tour, là, ils ont été sortis avant, du coup, ni les Celtics ni le Heat n'est là, tu vois. Eux, regarde ceux qui ont de la fraîcheur, les Hawks, ils n'avaient pas joué depuis avril, ils sont frais, même si je pense que c'est compliqué aussi, tu vois, c'est encore autre chose, mais il n'y a que des équipes qui sont fraîches, qui n'ont pas eu à se manger aussi longtemps le processus de la bulle. Donc, quelque part, je pense que cette saison est quand même particulière. Et sur Paul, même si, imaginons même qu'il reste, ok, il le voit comme ça, il se dit, bon, il y a plus de chances d'être blessé, et il reste. Il n'a pas non plus, comme a dit Shai, il n'a pas 10 ans, quoi. Tu vois, donc, quelque part, la fenêtre, elle sera forcément réduite. Et autre chose sur cette année, les Clippers, ils ont joué tous les 2 jours depuis le début des playoffs.
c'est à prendre en compte, tu vois. Là, ils battent les Clippers quand même 2 fois de peu, sans le meilleur joueur et le troisième meilleur joueur, et des Clippers qui n'ont pas eu plus de 3 jours de repos depuis 2 mois. Les Clippers, ils ont joué le premier tour contre les Mavs, ils ont enchaîné direct avec le Jazz 2 jours après leur qualification contre les Mavs parce que le Jazz était déjà qualifié. Ils ont sorti le Jazz, ils ont enchaîné direct avec les Suns qui, eux, étaient déjà frais parce ils sont passés en 4-0. Et du coup, ils ont dû enchaîner le surlendemain contre les Suns. Ils n'ont pas eu… Tous les 2 jours, ils jouent. Ça fait 2 mois qu'ils jouent tous les 2 jours sans leur meilleur joueur avec des blessures, des pépins. Donc, tu vois, quelque part, ils gagnent. Et pourtant, les Clippers passent pas loin de prendre le deuxième match, tu vois. Donc, je sais que cette équipe des Suns est forte. J'aurais vraiment du mérite sur ce qui se passe, mais je pense que le contexte donne tendance, exactement comme le Heat, c'est pour ça que je faisais un peu la comparaison avec le Heat, donne tendance à un peu surévaluer leurs capacités et surévaluer leur vrai potentiel, même s'il y a un potentiel évident. Et l'an prochain, même si tu as Chris Paul donc avec une année de plus, donc quelque part, lui aussi a des chances de se blesser comme LeBron James, tu vois. Bien sûr. Et qui lui aussi va forcément décliner et part de moins haut que James pour le coup, tu vois. Donc si tu es dans une conférence, en fait, si tu es les Suns et qu'on parle vraiment d'équipe du futur qui peut éventuellement gagner plusieurs titres, tu vas te heurter aux Nets. Je ne vois pas les Suns battre les Nets, je vois personne battre les Nets, surtout. Pareil, là, les Suns, s'ils gagnaient cette saison, ils profiteraient du fait que, même qu'il y avait Harden et Kyrie Irving blessés. Ils se frotteraient aux Clippers qui ont quand même 2 stars, même si, comme tu l'as dit, il y a toujours un peu des trucs compliqués. Il y a les Lakers. T'as Luka, et maintenant, je vais arriver à une autre équipe. Tu as l'équipe de Luka Doncic, tu vois, qui ne va pas non plus toujours se casser la gueule et qui Et a un talent très fort. alors, tout ça, encore une fois, totalement valide. Mais la question, c'est celle-ci, en fait. C'est que donc, tu as noté, on parle des Nets, on parle des Lakers, on parle des Clippers, on parle de blessures. Mais c'est 3 équipes qui, chaque année, auront le risque d'avoir des joueurs blessés ou des joueurs absents dans le cadre des Nets. Alors que Phoenix, finalement, c'est l'équipe où, finalement, le joueur sur lequel on pourrait plus se poser la question, c'est Chris Paul, en fait, tout simplement. Donc, si on parle encore une fois de pourcentage de chance d'avoir ton équipe en forme et qui dure, moi, les Phoenix me semblent intéressants. Et pour la comparaison avec les Clippers, tu as raison sur les temps de repos. Mais c'est aussi parce que Phoenix a fini deuxième de la saison régulière. Oui, bien sûr. Et ils ont commencé les playoffs avec Chris Paul qui s'est blessé à l'épaule dès le premier match. Malgré tout, ils ont passé le premier tour. Ils ont sweepé le deuxième tour. Et les temps de repos, c'est aussi parce qu'ils ont été suffisamment forts en amont pour avoir ces temps de repos par ailleurs. Donc, effectivement, et pour en revenir à ces 2 premiers matchs de la série des Clippers, moi, j'ai trouvé que les Clippers avaient bien joué, notamment ce deuxième match. J'ai trouvé qu'ils avaient, honnêtement, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien joué ce deuxième match, qu'ils avaient trouvé des solutions pour revenir, pour ne pas se laisser distancer. Mais Phoenix aussi, il leur manquait leur meilleur joueur, comme il manquait leur meilleur joueur. Enfin, la question se pose. L'un de leurs joueurs les plus importants, en tout cas, celui par lequel le gros du jeu passe. Et dans ce deuxième match, il y a un moment dans le troisième quart-temps où il y a, je ne sais pas, 3, 4 possessions, voire 5 possessions de suite des Suns qui sont balancés un peu n'importe comment. Tu sais que s'il y avait eu Chris Paul, il y en aurait eu une maximum. Et derrière, on s'est revenu sur des choses comment dire, plus posées, mieux maîtrisées. Donc, tout ça pour dire, enfin, j'invalide pas du tout tous tes arguments, hein, la question se pose. Et je pense que de toute façon, quand on parle d'avenir pour la conférence, c'est pas forcément qui va gagner plusieurs titres. C'est tellement dur de gagner plusieurs titres. La question, c'est plus, de mon point de vue, qui pourra repartir en début de saison prochaine en se disant, je fais partie des contenders. Donc, en gros, ça va concerner 4-5 équipes. Sérieusement, après, il y en a une douzaine qui vont se le dire, mais… Ouais, mais là, dans l'hypothèse où Chris Paul n'est pas là l'année prochaine, est-ce qu'on ne peut pas se dire de façon optimiste que là, le noyau qui s'est formé entre, on va dire, Booker, Ayton, Michael Bridges, a bénéficié de l'expérience avec Chris Paul, a pris suffisamment de maturité et d'expérience en playoff, et que le front office va s'arranger pour utiliser du coup l'argent qui va découler du départ de Chris Paul en termes de masse salariale pour continuer de construire une équipe autour de ça et que ce noyau est suffisant. On peut aussi se dire que Phoenix, voilà, en partant de l'expérience Chris Paul, va continuer à grandir. Alors, oui, tu as raison. C'est vrai que moi, par contre, pour le coup, si Chris Paul devait partir, je n'aurais pas la même confiance en cette équipe pour l'an prochain. Je pense que le scénario idéal pour les Suns, c'est bien sûr de gagner le titre cette année et de faire venir par trade ou d'attirer un autre joueur d'impact qui vienne faire une espèce de mini Big Three
en gardant une partie des jeunes et des joueurs de complément qu'a Phoenix. Pour moi, je pense que c'est ça le scénario idéal pour Phoenix. Mais c'est là où moi je pense que c'est pas possible. En fait, c'est pour ça, si on parle de candidats, moi j'ai une vision assez limitée du truc et c'est vrai que ces playoffs me donnent peut-être tort, mais je suis d'avis qu'au final, dans la très large majorité des cas, tu gagneras un titre NBA si tu as un des 5 meilleurs joueurs du monde. Et les Suns n'en ont pas. Donc enfin pour moi, Booker en tout cas n'y est pas encore. Je le mettrai vraiment pas dans le top 5 NBA. Tu peux même monter à top 8. Et je pense qu'il est très fort. Par contre, je suis intrigué de ce qu'il peut devenir. Effectivement, si ça devient une espèce de James Harden avec il a un côté, je trouve, hardenesque, mais différent, mais il y a quand même une petite touche de James Harden dans son jeu. S'il devient un joueur aussi fort, aussi impactant, là, effectivement, je basculerai beaucoup plus facilement les Suns dans cette catégorie. Mais je trouve qu'aujourd'hui, bon, voilà, ils n'ont pas de top 5 players. C'est peut-être la saison dans laquelle tu peux gagner sans un top 5 player, c'est peut-être cette saison, mais sur le futur, je pense que la logique va se refaire. Tu vois, au final, souvent, si tu regardes les champions en titre, bah voilà, tu as un des meilleurs joueurs du monde. Les Suns ne l'ont pas, même si Chris Paul restait, je ne le mettrais pas non plus dans ce gratin. Et je ne pense pas qu'en fait les Suns soient en mesure d'attirer un joueur comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te renforcer à la marge, mais ça reste une ligue, qu'on le veuille ou non, où c'est les superstars qui font gagner. Et c'est comme ça, c'est chiant, ça fait de la peine, ça peut énerver, on peut être frustré avec ça, mais la logique montre quasiment chaque année qu'il faut des superstars pour gagner. Et aujourd'hui, si tu es une superstar, je ne pense pas que tu aies envie d'aller à Phoenix, parce que je ne pense pas que tu aies envie forcément de t'associer à Devin Booker. Et c'est même pas envers Booker que je dis ça, c'est que si tu es un top name de cette ligue, tu vas arriver dans une franchise où c'est... Et ça, c'est quelque chose dont m'a parlé Julien Detutner, donc notre collègue à qui je rends hommage. Tu n'as pas forcément envie de venir dans une franchise où Booker va déjà être le visage, où tout va tourner autour de lui. Tu vois. Kevin Durant, il a essayé de le faire avec Curry. Au final, il a mal vécu. LeBron l'a fait au 8 aussi. Ouais, mais avec ça fait quand même deux okay. joueurs qui étaient peut-être dans le top 2 des meilleurs joueurs de la ligue, qui ont choisi de rejoindre une autre équipe qui avait déjà gagné. Mais avec son pote, avec son ami. Donc, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est les amis qui s'associent. Aujourd'hui, les amis de Devin Booker, c'est D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Si Towns, il vient à forcer son transfert pour dire je vais aux Suns, que les Suns, ils craquent pour faire plaisir à Booker et qu'il lâche Ayton contre Towns, plus aucun d'entre nous ne met les Suns parmi les favoris. Mais ça, ça serait une autre discussion, parce qu'après, il faudrait réfléchir aussi de est-ce que ça serait vraiment le meilleur deal possible pour Phoenix, et est-ce que la venue de moi, tel que je vois les choses, alors c'est vrai que l'histoire te donne raison sur le fait qu'il faut un top 5 joueurs dans ton équipe pour pouvoir gagner, même si bon, les Spurs, il n'y a pas si longtemps encore, ont montré qu'avec une agrégation de talent, tu pouvais le faire. Parce que quand il gagne le dernier titre avec Kawhi n'est pas encore dans le top 5 des meilleurs joueurs de la ligue. Et donc, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une fenêtre pour Phoenix pour faire venir un des top 5 joueurs de la ligue. Par contre, la question, et ce qui est une question intéressante, c'est de savoir si par agrégation, si tu mets Devin Booker, Chris Paul, un autre joueur qui est dans le top peut-être 8, top 10 comme eux de la ligue, plus des jeunes, et si tu arrives à garder DeAndre Ayton, qu'est-ce que ça donne? Mais bon, là, c'est peut-être un petit peu compliqué. On pourra peut-être d'ailleurs refaire un podcast là-dessus durant l'été en fonction des rumeurs. Je vous propose parce que là, on a beaucoup parlé des Suns, mais on pourrait peut-être parler un petit peu des autres équipes de la conférence Ouest. Si jamais ça ne doit pas être... qu'on compte ou non Phoenix comme étant l'une des équipes qui peut prétendre à dominer cette conférence à partir de la saison prochaine, donc Phoenix mis à part, quelles sont les équipes, vous, que vous voyez, que vous estimez pouvoir faire partie du gratin de la conférence Ouest? Shai, toi quelles sont les équipes que tu vois jouer le haut du panier dès l'an prochain? Alors, ça dépend si on parle des équipes qui sont là déjà en place et déjà parmi les meilleures, parce que on ne peut pas ne pas citer des Lakers à 100%, des Clippers à 100%. Voilà. Après, dans les équipes à qui il manque pas grand-chose, pareil, des Nuggets au complet, ça doit pouvoir faire finale NBA quand tu as un Jokic MVP et qu'autour, c'est bien huilé et pas blessé. Après, moi, je suis encore un peu partagé sur Dallas parce que j'ai envie de voir de quelle manière ils vont exploiter les prochaines saisons de Doncic. On voit que c'est un peu le bazar dans la franchise. Ils ont des choix très, très importants à faire au niveau du coach, du GM.
pour voir s'ils vont réussir à s'aligner avec ce que souhaite Doncic. Mais on a bien vu que même en étant quasiment tout seul dans son équipe, avec un supporting cast qui est au bas mot correct, il arrive déjà à faire des merveilles et à pas être très loin de faire tomber des grosses équipes. Donc je pense que Dallas, il manque vraiment pas grand-chose pour que ce soit très très rapidement très compétitif, par exemple. Ouais, Dallas, malheureusement pour eux, j'ai l'impression qu'ils sont à la fois très près et très loin. Parce que les ajustements qu'ils vont devoir faire cet été, ça va vraiment pas être simple. Tu parles du coach. Bon, il y a le cas Kristaps Porzingis. Effectivement, moi, et je reste euh, un défenseur. La question n'est pas de le défendre. Mais c'est vrai que je croyais beaucoup à cette association de joueurs. La force est de reconnaître que ça ne fonctionne pas au niveau qu'on pouvait espérer, que ce soit pas à cause de blessures, à cause de comportements, ça c'est à discuter. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas au niveau que Dallas pouvait espérer. Par contre, clairement, quand tu as Luka Doncic dans ton équipe, tu sais que tu vas faire les playoffs, tu sais que tu peux au minimum espérer faire le deuxième tour. Donc derrière, effectivement, comme tu le dis, Shai, ils ne sont pas si loin parce que s'ils arrivent à mettre la main sur un vrai numéro 2 qui puisse accompagner cette équipe, derrière, il y a pas mal de de choses qui sont en place. Mais c'est vrai, rapidement pour finir, et puis après, je laisserai la parole à Antoine. Moi, je continue de croire dans cette équipe de Denver. Je pense que pour le coup, c'est une équipe qui a pas grand-chose, voire rien à changer. La question, c'est simplement de voir quand Jamal Murray pourra reprendre et à quel niveau il sera. Mais ça me semblait être l'équipe la plus dangereuse à l'Ouest au bout du compte cette année, après le trade d'Aaron Gordon. Donc, gros coup dur pour eux parce que finalement, ils n'auront pas pu voir en playoff si effectivement ils avaient tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Et ça risque de leur faire perdre un petit peu de temps. Mais ouais, je m'attends à un retour très fort de Denver à condition que Jamal Murray puisse revenir au plus vite et dans les meilleures conditions. Est très intéressante au final cette conférence Ouest parce que tu sens qu'il y aura beaucoup de grosses équipes en fait. D'ailleurs, vous avez raison, les Suns doivent être inclus dedans, tu vois, mais tu peux avoir potentiellement des playoffs où tu as 6 équipes qui vraiment ont de la gueule au début de la compétition, quoi. Ça peut être vraiment intéressant. Et c'est vrai que là où vous avez raison, c'est qu'au final, les transferts, ça va très vite en NBA. Et des fois, tu t'attends pas à un truc et tu as des joueurs majeurs qui vont se retrouver tous bombardés dans une équipe, pas forcément des grandes stars, là. Je pense pas qu'ils peuvent recruter du top 10 pour le coup, tu vois, mais effectivement, si tu as 3-4 joueurs du top 30 qui se retrouvent dans la même équipe sans que tu y attendes un été, ça peut faire basculer la conférence finalement très rapidement parce qu'il y a plein de bonnes équipes. Je pense que Dallas, comme tu as dit, ils sont à la fois très loin et très près. Mais s'il fallait effectivement choisir une équipe, le fait qu'il y ait Luka Doncic, si je reste dans cette logique de super talent, tu as quand même un mec autour duquel tu sais que s'il reste avec toi, il y a un moment où normalement ça devrait cliquer, ça devrait marcher, quoi. Si tu déconnes pas, il y a un moment où ça devrait marcher. Et du coup, s'il faut miser vraiment sur le moyen terme, voire long terme, je dirais que les Mavs auront forcément à un moment une fenêtre pour vraiment s'affirmer comme l'équipe majeure à l'Ouest. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'aucun d'entre vous n'a cité le Jazz, que je ne cite pas non plus perso, mais c'est marrant parce que, et au final, il y a des gens qui les considéraient comme favoris cette saison, mais finalement, aucun d'entre nous les cite là, tu vois. Là, Ah, parce que c'est vrai je parce que pense que... Ouais, vas-y Théo, vas-y. ouais, non, pardon, j'allais dire, on parle des équipes qui ont beaucoup à jouer cet été et Utah, je pense, en fait clairement partie parce que là, il y a des questions dures qui vont devoir se poser cet été parce que la construction a prouvé que ça ne pouvait pas marcher pour l'instant en playoff. Aussi bien, enfin, ça joue très bien en saison régulière, c'est très cohérent, mais pour l'instant, ça marche pas. Alors, et puis nous, en tant que Français, forcément, on s'intéresse au cas de Rudy Gobert, mais qui va être peut-être, je pense que cette année, cet été, Utah va devoir se poser la question de savoir si ils peuvent construire un contender avec Rudy ou s'il faut qu'ils changent la construction de l'équipe autour de Rudy. Bon, moi, je pense que c'est vraiment une des grosses questions, sachant que Donovan Mitchell est quand même un des plus gros talents sur les postes arrière, les postes extérieurs qui font jouer, qui font fonctionner les équipes dans la NBA moderne, et que voilà, il a 24 ans si je ne me trompe pas.
Lui, il a une fenêtre qui est encore relativement grande, mais je ne suis pas sûr qu'il accepte non plus de repartir par une case de reconstruction, ou sinon, à moins qu'on lui donne des garanties solides et claires que c'est juste une petite étape avant de repartir vers le haut. Mais Utah, je ne les ai pas cités moi personnellement directement parce qu'il y a pour moi trop de questions autour de cette équipe et j'ai trop de mal à savoir précisément quelle équipe du Jazz on va retrouver en début de saison prochaine. Shai, ouais, excuse-moi, je t'avais Non, mais interrompu. c'était à peu près la même chose que toi, en fait. C'est juste que je pense que si on les cite pas spontanément, même si on les considère tous comme une des meilleures équipes, au moins en saison régulière, c'est peut-être parce que dans la logique de ce que tu disais, Antoine, tout à l'heure, je ne sais pas si on arrive si on identifie un top 5 talent de la ligue dans leur équipe, parce que c'est ce qu'a fait Mitchell au scoring, c'est super fort. Ce que fait Rudy en défense, on adore ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le star power qui fait qu'on est sûr que les Mavs vont avoir une fenêtre à un moment. On se dit, avec Doncic, c'est un tel talent générationnel qu'il ne faut pas grand-chose et c'est parti, ça peut battre tout le monde. Le Jazz, on a l'impression qu'il faut que tout clique absolument parfaitement collectivement, parce que c'est un collectif avant d'être des individualités, parce que la preuve, c'est qu'ils n'avaient personne de bien classé au MVP, qu'on encense toujours le collectif, et puis tout le monde ne peut pas être les Spurs et jouer de manière magique sur une saison pour aller choper un titre. Donc je pense que ce que tu dis est très vrai, Théo, sur les questions qui vont devoir se poser sur la construction. Rudy a signé un très gros contrat. Je pense qu'il y a toujours des sceptiques à son sujet, malgré ses 14 000 titres de meilleur défenseur. Donc c'est pour ça qu'on ne les cite pas spontanément comme une équipe qui va grimper jusqu'au sommet, quoi. Ça me fait penser que sur les Spurs 2014, ça mérite un podcast, mais je trouve que c'est un moins bon exemple que les Pistons 2004. Il y a quand même 4 Hall of Famers dans l'équipe, en comptant Kawhi. Un coach Hall of Famer voit le meilleur de tous les temps. Et même si Kawhi n'était pas top 5, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi, au final, ils ont eu un joueur qui est devenu top 5. Voilà, je tenais juste à faire cette parenthèse qui m'était chère. Non, mais tu as totalement raison. C'était juste qu'il n'y en avait pas forcément un, ou Oui, alors c'est Kawhi, il vrai. était déjà, sans qu'on s'en rende compte, qui était dans le top 5 Non, du moment. non, Mais oui, non, mais tu tu as as tout tout à fait à fait raison, raison. hein. Non, mais toi aussi, c'est clair que tu as raison, mais c'est juste que ça me tique, en fait, cet exemple des Spurs à chaque fois. Et autre équipe, c'est marrant, est-ce que vous pensez que les Pélicans, C'est marrant, j'allais le dire. J'allais dire. ils ont le moyen de s'inviter ou pas? Ils vont changer de coach. On a vu que Zion était quand même prêt pour faire des saisons de niveau All-Star. Je pense que c'est plus, comment dire, l'alchimie s'est pas faite entre Van Gundy et le groupe parce que au niveau du talent, il y avait quand même quelque chose à faire. Il y avait un peu de vétérans, un peu de jeunes All-Star, les Ingram, Lonzo Ball, c'est un super joueur. Bon. Et je pense eux aussi, il manque pas grand-chose, que ce soit un coach. En fait, ça peut faire comme Phoenix, en fait, je pense. Les joueurs sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais tu prends Phoenix qui, la saison dernière, va pas en playoff et qui, la saison suivante, cartonne tout et est quasiment aux portes des finales. On pourrait peut-être faire l'analogie de se dire que si ça clique bien avec un coach la saison prochaine, les saisons prochaines ou dans les suivantes, les Pelicans peuvent avoir leur mot à dire. Ouais. Équipe intéressante, effectivement. Moi, j'ai un peu de mal à les voir vite compétitifs à ce niveau-là, du moins en tout cas. Je me pose aussi des questions quand même au niveau du management. C'est pas anodin. JJ Redick a très très mal vécu le fait d'avoir été tradé à Dallas, alors que manifestement le management lui avait promis de l'envoyer dans une équipe qui le rapprocherait de sa famille dans la conférence Est. Au-delà du fait d'être déçu, je pense, de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment sur le sentiment qu'on lui ait menti, que JJ Redick l'a mal vécu. Et c'est assez rare, mais j'ai entendu, dans son podcast, il disait clairement que, de son point de vue, les autres joueurs représentés par son agent éviteraient au maximum Ouais. de dealer avec cette équipe. On sait que ce genre de choses circule vite dans la ligue. C'est une équipe qui me semble moins cohérente pour l'instant, en tout cas au niveau de l'effectif, que d'autres, avec un coach qui a même pas fait qui a juste fait une saison, qui est arrivé, c'était la grosse signature. Finalement, il a fait qu'une saison. Pour toutes ces raisons-là, j'ai du mal à voir, Mais je suis d'accord. Ouais. très vite dans le top. Je suis d'accord pour effectivement la mauvaise pub que Redick peut faire, même si je ne sais pas quelle influence il a exactement dans la ligue. Mais après, si on regarde juste
le franchise player théorique, Zion Williamson, je pense qu'il a une bonne réputation dans la ligue. Ouais, Les ouais. gens croient en lui, même s'il a un profil plus à l'ancienne, les joueurs croient quand même en lui. Et le GM, même si du coup il y a la mauvaise pub, ça reste le mec qui a fait gagner Cleveland à l'époque avec LeBron, c'est Griffin, même si son titre, c'est pas exactement GM, je pense. Il est genre président Des des opérations opérations. basket. Hmm. Voilà. Mais bon, c'est un peu lui qui va prendre le tout. Voilà. Et, Je rigole. et je sais pas, j'ai l'impression il manque pas grand chose non plus pour que ce soit vite compétitif en fait. Mais ce que tu as dit est très juste. Ils ont aussi, il faut dire aussi qu'ils ont les atouts pour faire des trades costauds parce qu'ils ont des joueurs, ils ont des joueurs qui ont de la valeur quand même. Ouais, ouais, ça reste à voir. Effectivement, disons que simplement, j'ai l'impression que le chemin vers le top de la conférence, ou du moins pour grimper, me semble peut-être moins clair que pour d'autres équipes, comme on a pu parler, comme les Suns, Dallas, ou même les Lakers, ceux dont on n'a quasiment pas parlé. Au bout du compte, on peut peut-être dire un mot dessus. Compliquer la situation des Lakers parce que finalement, peu de marge de manœuvre. Et en gros, leur futur. Leur futur et leur présent, c'est la même chose. Tout dépend de l'état de forme, avant tout de l'état de forme de LeBron et d'Anthony Davis. Mais je ne sais pas s'ils ont pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'en fait, ils ont quand même des contre. Les Lakers, pour le coup, si on parlait d'attirer des joueurs et des stars, eux, ils ont à la fois la ville, à la fois le côté glorieux de la franchise et à la fois un joueur qui est adulé par toute la nouvelle génération. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons, peu importe, mais en attendant, la plupart des jeunes joueurs ont grandi en voyant LeBron briller et aiment LeBron James, et la plupart, leurs joueurs favoris en grandissant, c'était LeBron James. Et aujourd'hui, les Lakers, il suffit qu'ils se libèrent de Kyle Kuzma, de Kentavious Caldwell-Pope, et qu'ils laissent filer Schroeder ou Harrell, qui est en option. C'est quand même pas des moves très difficiles à mettre en place. Et avec ça, ils peuvent direct rajouter un gros contrat à leur équipe. Et connaissant les Lakers, connaissant LeBron, à mon avis, ils vont tenter de faire all-in sur la saison prochaine. Ils vont pouvoir vraiment se reposer. On a parlé tout à l'heure des blessures, je suis d'accord avec toi sur tout le côté, il y a plus de chances que les Clippers se blessent, plus de chances que les Lakers se blessent, mais en début de saison, tu ne peux pas non plus partir avec ça en tête de te dire « Ah, en fait, on est moins fort que cette équipe, mais ils ont plus de chances que nous de se blesser. » Tu vois, tu ne peux pas partir avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, les Suns au complet, ou même les Mavericks ou n'importe quelle autre équipe, restent moins forts que les Lakers ou les Clippers au complet, ou que les Nets, tu vois. Et les Lakers, s'ils peuvent tenter un Chris Paul, un Bradley Beal, ça me semble plus compliqué parce que je ne vois pas pourquoi les Wizards seraient aussi bêtes au point d'accepter une offre des Lakers et pas celle d'une autre équipe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont mettre le paquet, même avec un Kyle Lowry. Tu rajoutes un Kyle Lowry à ça, tu fais une année où tes stars sont vraiment reposées, où cette fois-ci, tu peux la jouer plus sereine et tu arrives vraiment avec une équipe forte au moment des playoffs. Bah en fait, tu es de suite favori pour gagner, même par rapport aux Suns qui ont fait un meilleur parcours, même je dirais même par rapport aux Nuggets, différent un peu pour les Nuggets. Mais voilà, tu restes quand même peut-être potentiellement numéro 1 de ta conférence. Intéressant à suivre. C'est vrai que par le passé, j'ai l'impression quand même que ce type d'association sur le tard est souvent voué à l'échec. Un des exemples les plus frappants, bah, c'est les Lakers qui avaient fait venir Gary Payton et Karl Malone. On était tous prêts à leur donner la bague avant même d'avoir joué le premier match en disant que Devin George, c'était le 5e Beatles, etc. Au bout du compte, pour tout un tas de raisons complexes, mais principalement, de mon point de vue, parce que Karl Malone s'est blessé en playoff. Lui qui avait jamais été blessé de sa carrière quasiment, ça n'a pas pu aller au bout. Donc, tu as raison, en tout cas, les Lakers vont jouer les all-in. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre chemin pour eux. LeBron veut absolument, et il a totalement raison, essayer de gagner un titre ou deux, si c'est possible, avant de prendre sa retraite. Donc, ils vont jouer les all-in. Ça va être intéressant de voir quel type de joueurs ils peuvent récupérer. Effectivement, Kyle Lowry, pourquoi pas. Chris Paul, moi, j'ai mes doutes, mais en tout cas, ça aurait beaucoup de sens à des tas d'égards. C'est pas simple non plus de voir précisément quel joueur les Lakers pourraient faire venir en étant réaliste en fait. Quel joueur précisément, quel type de joueur pourrait vraiment renforcer cette équipe et quel joueur serait capable effectivement d'attirer. Ça va être intéressant à suivre, d'autant que Kyle Kuzma, Harrell, Schroeder, alors, bien sûr des joueurs intéressants, mais dont la cote n'est pas non plus au meilleur en ce moment. Donc les Lakers ne sont pas en position de force pour négocier en mettant ces joueurs dans la balance. Pas pour un trade, mais pour une signature, par exemple. Par contre, tu peux t'en débarrasser assez facilement, tu vois, de ces gars-là, au C'est final, vrai.
en les bazardant, même contre, tu rajoutes même un second tour de draft dans le lot, tu as une franchise qui le récupère. Et si derrière, tu peux signer Laurie, ou comme voilà, je pense que Paul serait le pro choix numéro 1. Comme toi, je ne suis pas sûr que Chris Paul ait envie d'aller jouer aux Lakers, surtout après qu'il les ait éliminés, tout ça. Mais si tu récupères un Paul, un Laurie, je n'ai plus la liste des free agents en tête, mais tu sais que tu vas être en position pour signer. Et il y aura un truc intéressant sur cette intersaison, justement. Ça va être de voir peut-être si les équipes jeunes montantes deviennent plus attractives que les anciennes glorieuses. C'est-à-dire, est-ce que des DeMar DeRozan, des Kyle Lowry, des joueurs comme ça, est-ce qu'ils seront plus tentés finalement d'aller aux Clippers, aux Lakers, etc. Ou est-ce qu'ils seront plus tentés de se dire bah, tiens, je vais me greffer dans le projet des Hawks, bah, tiens, je vais me greffer dans le projet des Suns. J'ai mon avis sur la question, mais je pense que ça sera intéressant de voir, tu vois, de voir ce que ça peut donner. Non, mais c'est très, très intéressant. Et le fait que tu parles de DeMar DeRozan, je trouve ça particulièrement pertinent parce que pour tout ce qu'on peut lui reprocher, je pense que c'est effectivement le type de joueur qui peut faire changer la trajectoire d'une équipe à partir du moment où il vient en complément de deux autres stars. C'est le troisième joueur de ton équipe, DeRozan, encore aujourd'hui, ça peut faire la différence. Bon, on va pas revenir en détail sur DeRozan, mais j'entendais l'autre fois, pour tout vous dire, Zach Lowe dire que ça pourrait avoir du sens, par exemple, s'il atterrissait à Philadelphie en échange de Ben Simmons. Je trouve ça pas inintéressant. Tu fais très bien de le souligner. Je pense que ça va être un des joueurs effectivement à surveiller cet été parce que les Spurs, on ne sait pas non plus. Là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de San Antonio, par exemple, qui n'est pas passé si loin que ça des playoffs, mais qui est véritablement à la croisée des chemins. Ça va être une équipe aussi à suivre. On aurait pu parler des Grizzlies qui ont beaucoup de talent, une équipe qui est en pleine ascension. On n'a même pas du tout parlé des Warriors, on n'a pas parlé des qui Warriors. Est certainement le plus grand absent de toutes les équipes dont on a discuté. Là, je pense qu'il faudrait carrément faire une émission spéciale parce qu'il y a aussi énormément de points d'interrogation autour de cette équipe. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais, Antoine, et ce que tu as souligné tout à l'heure, Shai, c'est que cette conférence Ouest est passionnante. C'est très dur de voir qui sera favori l'an prochain. Je pense que même en début de saison, on ne saura pas forcément qui est le favori ultime de cette conférence. Il y a plein de matchs, encore pas mal de matchs à jouer, pas mal de décisions qui vont se prendre au niveau de la draft, au niveau des trades cet été. Et la saison prochaine, en tout cas, s'annonce passionnante aussi de ce point de vue-là, avec, on l'espère tous, moins de blessures. Ça a quand même été un des gros points noirs de cette saison régulière, très dense, très compacte. Mais ouais, belle chose en perspective. Allez, pour finir, une petite question, je vous prends au dépourvu. Si vous deviez me donner 2 candidats à la finale de Conférence Ouest l'an prochain, quelles équipes vous donneriez ? Oula. Finale de conférence Ouest l'an prochain. Je vais redonner. J'ai l'impression, je sais pas, je sens bien Phoenix. Je pense que c'est le début de quelque chose, donc je vais jouer Phoenix. Et si on joue un scénario encore un peu marginal, je vais donner pourquoi pas Memphis. Ça peut être intéressant. Qui peut jouer le rôle que Phoenix a fait cette saison, c'est-à-dire passer du statut d'équipe qui ne va pas en play-off à équipe qui se trouve merveilleusement bien et aux oubliettes les vieilles équipes avec les vieilles stars et place aux jeunes. Voilà. Antoine, qu'est-ce que tu vois ? Je vais dire Lakers Clippers parce que j'aimerais bien qu'on ait au moins une fois cette série. Mais si j'étais un poil plus réaliste, je dirais Lakers Mavericks, mais ça me fait mal au cœur de ne pas mettre les Clippers dedans. Mais allez, je vais dire Lakers Mavericks. Je changerai d'avis en début de saison. Okay, moi, je vais faire complètement au bluff. Je vais dire Suns Warriors en misant sur un retour de mon gars Klay Thompson au sommet et sur un trade ou deux pour renforcer les Warriors. Et en tout cas, voilà, la suite des playoffs, vous pouvez la suivre sur Basket Session. On vous décortique ça dans tous les sens. Vous pouvez aussi commander dès maintenant le nouveau numéro de Rivers qui vient tout juste de sortir de l'imprimerie. On l'a même pas nous-mêmes, on l'a pas encore reçu, mais ça devrait arriver dans les tout prochains jours. Donc, si vous allez sur basketsession.com, vous pourrez commander le nouveau numéro de Rivers. Et dans tous les cas, avec mes camarades, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Bonne journée les gars, ciao. Ciao.